Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous et merci à celles et ceux qui ont organisé cette belle démonstration de force aujourd'hui à Toulouse. Je voudrais commencer depuis Toulouse, depuis cette salle, avec une chaleur humaine forte, par adresser notre solidarité totale et entière aux proches des plus de 6000 victimes d'ores et déjà répertoriées, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont été touchés par le double tremblement de terre en Turquie et en Syrie, et en particulier aux Kurdes, envers lesquels la France, mais l'humanité tout entière a une dette pour avoir combattu Daesh et l'obscurantisme. Évidemment, nous leur devons une aide immédiate, mais je le dis aussi parce que cela nous rappelle quel est le plus grand défi qu'aucune génération avant nous n'a eu à affronter, celle du dérèglement climatique et de la crise écologique. Et que dans cette crise-là, à l'heure où justement les événements climatiques extrêmes augmentent, à la fois en nombre et en intensité, dans cette crise-là, il va falloir choisir entre la société de la compétition de tous contre tous ou celle de l'entraide. Il va falloir choisir entre la survie du seul écosystème compatible avec la vie humaine et le gavage jusqu'à n'en plus finir de quelques milliardaires. Nous, ici, nous avons choisi. La deuxième chose que je voudrais vous dire depuis cette ville, c'est que ce mouvement social est en train d'écrire l'histoire. Évidemment, nous suivons le fil de l'histoire de celles et ceux qui, avant nous, tout au long du 19e, du 20e siècle, se sont battus pour diminuer le temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans l'année et dans la vie. Qui, avant nous et après nous, se sont battus pour la civilisation du temps libéré. Mais nous tenons aussi le fil de l'histoire. Lorsque les journées de mobilisation et de grève du 19 janvier, du 31 janvier et aujourd'hui du 7 février jusqu'au 11 février sont d'ores et déjà rentrées dans l'histoire par le seuil historique qui a été franchi de mobilisation. Mais nous sommes aussi en train d'écrire l'histoire pour quelque chose qui est très important et sur lequel je voulais appuyer. Peut-être avez-vous vu les Italiens qui expliquent que oui, les Français ont raison de se battre contre la réforme de retraite à 64 ans et qui expliquent un peu partout en Europe qu'ils soutiennent la lutte des Français pour faire échouer cette réforme des retraites parce qu'eux vivent déjà avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation du taux de pauvreté, 2 fois plus en Allemagne, l'augmentation et la fabrique à chômage, à minima sociaux, à invalidité et accident de travail qui est le fait de reporter l'âge de départ à la retraite, et parce qu'eux comprennent que si la France réussit à faire échouer cette réforme des retraites, alors cela aidera évidemment les peuples en Europe, mais tous les peuples du monde, à dire non, nous ne voulons pas travailler plus longtemps. Comme la Belgique, comme le peuple belge, qui avant nous, lorsque nous avons eu la retraite à point que Macron a essayé de nous faire manger et que nous avons déjà réussi à faire échouer en 2019-2020, comme le peuple belge nous a aidés, parce qu'eux-mêmes avaient gagné cette bataille avant. Donc cette bataille, nous allons la gagner pour nous, mais aussi pour tous les peuples du monde qui veulent travailler moins, pour travailler tous et travailler mieux. Alors, je voulais quand même vous donner, puisque nous revenons de l'Assemblée nationale, quelques nouvelles du front parlementaire. Ça va vous donner de la force parce que les nouvelles sont plutôt réjouissantes. Il faut dire que les macronistes sont plutôt grise-mine à l'Assemblée. Alors évidemment, ça a à voir avec le ministre qui porte le texte, Monsieur Dussopt, qui est englué dans ces histoires de favoritisme pour avoir oublié que ces tableaux avaient été offerts par une multinationale de l'eau. Bon, alors ça, c'est un classique. Je pense même que c'est une caractéristique. Quand vous portez une réforme des retraites qui va contre l'intérêt général, vous oubliez des choses. Par exemple, dans la précédente réforme des retraites, en 2019, la retraite à point, eh bien, vous aviez M. Delvoye, haut commissaire aux retraites, qui avait oublié de déclarer 13 mandats. Vous aviez Jacques Maire, qui à ce moment-là était un des rapporteurs du texte, qui lui avait tranquillement oublié
17 000 actions à AXA pour une modeste valeur de 400 000 €. Bon, tout ça donne une certaine ambiance de travail qui est assez agréable. Et puis nous nous amusons à rappeler à la rapporteure du texte, Madame Rist, par exemple, qui est élue dans le Loiret, qu'il y avait 30 000 personnes qui ont défilé le 31 janvier à Orléans, ce qui donne là aussi une ambiance de travail et un rapport de force populaire. Mais surtout, là où ils sont quelque peu en difficulté, c'est que plus ils parlent, plus le nombre d'opposants à cette réforme augmente. Alors, en 2 semaines de pédagogie, comme ils ont fait, plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme. On arrive à des sondages sur BFM, que mon voisin appelle « Bravo, félicitations à Macron », mais je passe là-dessus. Alors, sur BFM, on nous explique que 60% des gens comprendraient qu'on bloque le pays. Donc, nous sommes dans un moment où ils sont absolument seuls. Et plus ils parlent, mieux les gens comprennent. Et surtout, plus ils parlent, mieux les gens comprennent qu'ils sont complètement déconnectés de la vie des Français et des Françaises. La pénibilité n'existe plus, puisque maintenant, tout le monde, vous le savez, est doté d'exosquelettes, que les carreleurs ont des genouillères, que les accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui sont payées 760 € par mois, en moyenne, le font par choix. La vie est faite de choix pour avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires, oubliant complètement que les AESH, pour arriver difficilement au seuil de pauvreté ou au niveau du SMIC, cumulent généralement 2 ou 3 emplois, et avec des gens qui vous donnent des choses extraordinaires. Par exemple, face à M. Véran, la dernière fois, je parlais des égoutiers, qui ont une surmortalité extrêmement importante. La CGT avait calculé qu'ils avaient 17 années d'espérance de vie en moins que la moyenne de la population. Que me répond M. Véran? Ils n'ont qu'à changer de métier. C'est formidable pour des gens qui font un travail d'intérêt général absolument incroyable. Donc plus ils parlent, plus on se rend compte qu'ils sont déconnectés. Et surtout, plus ils parlent, plus ils sont obligés d'avouer des choses. C'est M. Riester qui vous dit que les femmes seront un peu pénalisées. Ah oui, tu m'étonnes, ils l'ont écrit dans l'étude d'impact, donc c'est difficile de le cacher. Sur les 1 200 € dont tout le monde avait compris qu'il n'y aurait aucune pension en dessous des 1 200 €. Alors on regarde, ah, c'est brut, ah, c'est à carrière complète. À tel point que la DARES du ministère du Travail, qui font des suivis d'évolution de carrière, ont regardé sur 21 ans la carrière de 2,5 millions de salariés. Il y en avait 48 qui correspondaient aux critères qu'ils demandaient. Ça s'appelle du progrès social aux macronistes. Et puis, ils ont commencé la bataille parlementaire de manière extrêmement mauvaise, puisque la commission de défense, qui était saisie pour avis, elle était saisie sur l'article 7, celui qui reporte de 62 à 64 ans l'âge légal, a commencé par le rejeter. Donc, je vous dis ça pourquoi? Déjà pour vous donner de la force, et puis parce que dans les couloirs de l'Élysée, ils avaient trouvé un nom pour janvier. Alors que les mobilisations se préparaient, se chuchotait à l'Élysée que janvier serait le mois de ce qu'ils appelaient janvier noir pour le pouvoir. Eh bien, nous avons, nous, ici, un nouveau nom à leur proposer pour le mois de février. Nous leur proposons que février s'appelle le mois du retrait, pour faire battre en retraite ce gouvernement. Alors, puisqu'ils sont tout seuls, ils n'ont plus qu'une seule solution, c'est évidemment l'insulte. Bon, vous avez entendu, nous sommes des gauchistes, des feignasses et je ne sais quoi, et la répression. Ils se sont attaqués comme jamais à tous les fondements de la démocratie. Je commencerai par dire, puisque c'est arrivé aujourd'hui, que nous voulons ici la libération des 9 Rosy qui ont été arrêtées alors qu'elles manifestaient pacifiquement devant l'Assemblée nationale sur le sort qui est fait aux femmes dans cette réforme. Alors, tous les fondements de la démocratie, M. Véran nous dit, par exemple, il y aurait eu 700 000 personnes ou 1,3 million de personnes. Ça ne change pas les choses pour nous. Belle vision de la démocratie sociale. Quant à M. Attal, sur les syndicats, puisqu'il s'y prend aussi, il dit « Mon message aux syndicats est clair. Si vous continuez à vous mobiliser, continuez à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin. » Alors, M. Attal n'a pas compris quelque chose. Ceux qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent sont ceux, justement, qui sont dans la rue et qui ont été près de 3 millions.
Et puis je vous alerte, parce que qu'a indiqué le gouvernement qu'il réfléchissait à encadrer le droit de grève, c'est-à-dire à attaquer le droit de grève, comme ils le font exactement maintenant au Royaume-Uni, alors que des mobilisations monstres ont lieu, qui sont des mobilisations qu'on n'a pas vues depuis 100 ans. Nous le disons ici au gouvernement, vous confondez le congé sans solde et la grève. Oui, dans la grève, il y a du blocage, parce que celles et ceux qui se mobilisent sont celles et ceux qui tiennent le pays debout. Et c'est vrai que si M. Emmanuel Macron, M. Attal ou M. Véran faisaient grève, personne ne le verrait dans le pays. Alors évidemment, ils s'en prennent évidemment aussi à la démocratie. On vous a expliqué la procédure Bayon qui a été faite au Parlement avec l'article 47.1, puisque les 49.3, les 10 49.3 n'étaient qu'un échauffement. Mais ils s'en prennent aussi à l'opposition. Et là, je dois citer M. Darmanin, qui nous dit « La NUPES veut bordéliser le pays. Quant à Mme Borne, elle dit que nous n'avons rien à proposer et que nous sommes dans le déni. » Alors là, je voudrais m'arrêter sur ce point parce que je trouve ça intéressant. Pourquoi cet article à la NUPES? Eh bien, pour une raison très simple. C'est parce que le Rassemblement national en face a inventé quelque chose d'inédit dans notre démocratie, une opposition qui ne s'oppose pas. Alors, vous regardez, ils ont déposé pour la séance, vous savez, puisque maintenant ils sont encravatés, ils sont sérieux, ils ont déposé 219 amendements sur 20 articles. Alors, quand vous regardez Renaissance, le groupe macroniste à l'Assemblée, eux en ont déposé 433. Autant vous dire que là, ils sont dans une opposition vraiment très forte, à tel point qu'ils ont moins de choses à dire que les macronistes sur ce texte. De même, quand vous continuez à regarder, il se trouve que le 12 janvier, vous savez, on a tous une journée réservée, on peut choisir l'ordre du jour. Eux, ils avaient proposé un texte qui proposait d'inciter les entreprises à augmenter de 10% les salaires, parce qu'eux, ils votent contre la hausse du SMIC, contre la conférence des salaires. Donc il faut inciter, un peu comme les macronistes. Et comment le faisaient-ils? Avec une baisse des cotisations, ce qui crée un trou justement dans la caisse de l'assurance vieillesse. Donc c'est assez piquant de leur part de nous expliquer ensuite qu'ils seraient pour la retraite à je ne sais quel âge. D'ailleurs, on ne comprend rien, si ce n'est qu'ils sont pour la retraite entre 62 et 67 ans. Mais je veux insister sur un dernier point sur le Rassemblement national pour vous montrer à quel point cette opposition est une opposition de façade. L'argument qui vous est toujours donné par les macronistes, nous sommes obligés de faire cette réforme. Certes, elle est injuste, mais nous sommes obligés. Alors, il y a le mini-trou là sur lequel qu'ils ont eux-mêmes créé, sur lequel ils insistent. Puis il y a un autre argument, l'argument imparable, le démographique. Il y avait en 1970 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité et il y aura dans quelques années 1,4 actifs pour un retraité. Bon, vous avez entendu ça 1000 fois. Bah oui, mais bêta. Entre-temps, entre 1970 et aujourd'hui, un travailleur est 3 fois plus productif et on a multiplié par 9 les richesses produites. Donc la question est de savoir où ces gains de productivité sont passés. Est-ce qu'ils sont passés dans les poches des actionnaires et des plus riches, ou est-ce qu'ils vont justement pour libérer du temps pour le peuple? Et je le dis parce que le Rassemblement national, eux, ont une solution toute prête sur la question des retraites. C'est la question de la natalité. Et alors, c'est intéressant parce qu'ils donnent un exemple d'un pays. Ils prennent pour exemple la Hongrie. Il se trouve que la Hongrie est un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La Hongrie est un pays qui a tellement restreint le droit à l'avortement qu'ils obligent les femmes qui veulent disposer de leur corps librement, ils obligent à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Voilà le modèle du Rassemblement national, c'est-à-dire s'attaquer aux droits des femmes pour pouvoir payer des pseudo-trous dans les retraites. Donc, vous avez en quelque sorte une Macronie qui se vit comme une citadelle assiégée. Et je le dis ici, on ne peut pas piétiner impunément la démocratie. Alors vous avez vu que pour ranger leurs troupes, parce que certains hésitent chez eux, la pression populaire est trop forte, ils agitent la menace de la dissolution. Mais nous leur disons, nous sommes prêts. Et ils devraient regarder, parce que dans les législatives partielles qu'il y a eu fin janvier, les seuls qui ont perdu un député, le Rassemblement national. Les seuls qui ont gagné un député pour la retraite à 60 ans, la NUPES. Et nous le disons d'autant plus que si le gouvernement ne veut pas retirer ce texte, alors le peuple devra retirer ce gouvernement.
Je termine sur deux choses. La première des choses que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, la retraite est un choix de société. Et que ce pourquoi nous nous battons est la vision que nous avons de l'humanité. Lorsque vous avez chaque semaine 23 millions de grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui font des heures de garde de leurs petits-enfants, personne ne peut croire ici qu'être avec sa grand-mère, son grand-père, c'est la même chose que quelqu'un qui est payé quand on en a les moyens. Et donc, ils essayent de marchandiser des liens. Au moment où l'enfant, justement, en étant en contact avec ses grands-parents, apprend à être humain. Quand vous voyez que 33% des maires et 50% des maires des communes rurales sont des retraités, que 27% des bénévoles d'associations sont des retraités, c'est cette vision de l'entraide, de l'humanité, de tout ce qui fait société qu'ils sont en train d'attaquer. Et c'est ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Et je termine sur une deuxième chose. Puisqu'ils veulent s'attaquer à notre droit de grève, je voulais vous lire une citation que j'aime beaucoup d'un texte qui s'appelle « Éloge de la grève » de Léonard Vincent. La grève nous dépasse puisqu'elle vit depuis toujours tapie dans nos rêves. Elle est transportée de génération en génération par la colère et la joie. Par elle, nous montrons que nous ne sommes pas une multitude mais un nombre, et que ce nombre pourrait, à l'instant, s'il le décidait, tout suspendre, tout chavirer d'un seul coup. Nous la réservons comme un éclair de foudre caché dans nos poings serrés. Ainsi donc, elle est notre pouvoir magique, immatériel et vengeur, le petit dieu complice que peuvent toujours invoquer les exaspérés. Grenade dégoupillée pour toujours, elle prouve que l'esprit peut devenir matière, que les idées aériennes des philosophes peuvent faire gonfler les voiles des cortèges dans les rues, que le miracle de l'incarnation peut toujours s'accomplir devant les yeux des incrédules, que le ciel et la terre sont vraiment le même empire. Car oui, à la fin, reconnaissons que l'humanité ne passe à l'acte que lorsqu'elle est habitée par ce qui n'existe pas. De grands tableaux jamais peints, des passions jamais jouées, des romans jamais écrits. Pour ceux qui cherchent le grand air à respirer, les récits ont plus de force motrice que n'importe quel vécu. À la victoire!